c'est Top Bara, je suis le chargé de communication et plaidoyer du programme PAPBio, un programme financé par l'Union européenne et qui compte 8 projets globalement. En fait, cette activité qui nous a réunis ici, c'est un atelier de formation. Un atelier de formation en suivi, évaluation et en capitalisation qui consistait à appuyer les porteurs de projets, les bénéficiaires de projets qui ont eu à être financés dans le cadre du premier appel à candidature, mais aussi les membres des plateformes nationales, que ce soit du Togo, du Bénin et du Ghana. Donc, ces plateformes qui nous aident un peu dans le suivi de nos activités dans ces pays-là. C'est un réel plaisir de vous retrouver tous, des partenaires, des amis que nous commençons à connaître très bien. Le 2 février 2021, lors de la célébration de la Journée mondiale des zones humides à Anéo, la plateforme du Togo avait fait cette demande. Et le 4 février 2020, lors de la mise en place de la plateforme nationale du Bénin aussi, il allait oublier aussi, c'était une demande aussi de la plateforme du Ghana. Donc c'est fort cela qu'on a voulu faire cette formation de renforcement de capacité pour les acteurs, non seulement des plateformes au niveau national, mais aussi des parties prenantes des projets que le PAPBio, c'est un mangrove, a subventionné dans le paysage du Monovolta, donc Togo, Bénin, Ghana. Vous tous qui êtes là, vous connaissez maintenant assez bien le projet PAPBio, c'est un mangrove, mais on va juste essayer de rafraîchir la mémoire, de donner les dernières mises à jour, notamment le deuxième appel à candidature qui va arriver bientôt. Et après cela, nous allons essayer de démarrer les travaux. Je voudrais, au nom de la plateforme du Bénin, et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue sur la terre hospitalière du Bénin. C'est un réel plaisir pour nous que ce processus est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Parce que je me souviens dès le début quand on a commencé avec le projet PAPBio Mangrove, où il a été question de mettre en place des plateformes qui vont essayer quand même d'assurer un peu le relais plus ou moins, d'être l'œil de l'UCN au niveau de ce projet-là. L'inscription a évolué et nous avions presque toutes les plateformes étaient unanimes pour que cette formation ait lieu et qu'on ait des outils nécessaires pour accompagner ces porteurs de projets. Donc, grande est ma joie ce matin que ce processus-là est en train d'être mis en place aujourd'hui et nous aurons les outils nécessaires pour faire le travail que PAPBio nous a demandé. Nous savons tous que l'Afrique de l'Ouest regorge de pays très riches en écosystèmes de mangrove, mais malheureusement on a une grosse déforestation d'environ 1,7% l'année, ce qui est très très énorme. Et c'est dans ce cadre que l'Union européenne a financé ce projet-là, qui est un projet global PAPBio, dans lequel nous avons ce projet mangrove, gestion des mangroves du Sénégal au Bénin. Et ce projet-là intervient dans 3 grosses composantes. C'est l'amélioration de l'efficacité de la gestion des aires protégées, la coordination des activités socio-économiques et sectorielles, et puis l'adaptation, la résilience des populations. C'est les 3 composantes sur lesquelles ce projet mangrove travaille. L'UCN a octroyé ces subventions. Nous sommes aujourd'hui à 29 subventions octroyées déjà, avec près de 2 900 000 euros déjà. Il y a un autre appel qui va venir pour les deuxièmes subventions. Nous sommes aujourd'hui réunis pour justement améliorer la gestion de ces projets-là que nous allons échanger ensemble. Ce n'est pas une formation, c'est des échanges. Les premiers jours, nous avons revisité avec eux les concepts de capitalisation. Nous avons voulu que ce soit une formation très pratique. Et dès le premier jour, nous avons mis en place les bases pour leur permettre d'appréhender les concepts de capitalisation, de bonnes pratiques, de reformulation des expériences.
ce qu'ils ont su faire dès le premier jour et peut-être même dans la matinée du premier jour. Avant de commencer, je voudrais quand même m'entretenir un peu avec vous. Hier soir, je vous ai envoyé deux documents. Il y a une grille de prise de notes. Nous aurons voulu qu'à la fin de l'activité, que nous ayons un rapport. Pour ce rapport, nous allons éventuellement responsabiliser les participants eux-mêmes. Le rapport est toujours plus exhaustif quand ce sont les participants eux-mêmes qui ont participé à l'atelier qui participent à la création de cet atelier-là. En contexte, nous allons surtout dire que les acteurs de la conservation en Afrique de l'Ouest ont accumulé au fil des années une expérience diversifiée des approches, des stratégies et les initiatives en matière de lutte contre la criminalité environnementale. Seulement, ces innovations et ces pratiques-là ne sont pas très souvent accessibles. Pourquoi? Parce que ces initiatives ne sont pas assez bien documentées, parce que ces initiatives ne sont pas assez bien argumentées et ces initiatives ne sont pas diffusées. On perd aujourd'hui énormément de temps à emprunter des chemins que nous avions déjà empruntés. Or, il suffisait peut-être de capitaliser le chemin déjà parcouru pour pouvoir trouver des raccourcis pour aller plus vite. L'objectif général est, par cette formation, de renforcer les capacités des participants. Ce n'est pas une formation, encore une fois, ce sont des échanges. Nous allons planifier et organiser un processus de capitalisation des expériences. Nous allons décrire et analyser des expériences, acquérir les règles d'écriture pour un document de capitalisation. Et nous allons aussi comprendre la démarche d'élaboration d'une stratégie de diffusion et de partage d'expériences. Je vous dis que vous vous attendez à maîtriser les outils et démarches de capitalisation. Vous vous attendez aussi à connaître les nouvelles techniques de capitalisation qui s'offrent à vous. Vous vous attendez éventuellement à prendre connaissance des processus et étapes de la capitalisation, à élaborer un plan de capitalisation, à maîtriser les procédures d'édition et de diffusion de produits de capitalisation. Une bonne pratique n'est pas uniquement une pratique qui est bonne, mais une pratique ayant fait ses preuves et permis d'obtenir de bons résultats. Et ou dès lors recommandée comme modèle. C'est à la fois une expérience qui est réussie, testée, validée et au sens large répétée et qui mérite d'être partagée afin qu'un plus grand nombre de personnes se l'approprient. Une expérience n'est pas forcément une bonne pratique, mais la mise en œuvre d'une expérience peut générer une bonne pratique qui peut être documentée, partagée et valorisée. La capitalisation est avant tout un processus d'acquisition, de collecte, d'organisation, d'analyse de l'information relative à une expérience donnée en vue d'en tirer des leçons, de les partager en utilisant des supports adaptés. Nous allons voir ces supports tout à l'heure. Capitaliser, au fil, c'est juste transformer une expérience vécue, une expérience donnée en connaissances partageables et tirer des leçons pratiques, que ce soit au niveau individuel, au niveau organisationnel, pour générer de nouvelles connaissances. La capitalisation doit contribuer à améliorer les pratiques ou inspirer d'autres acteurs. C'est pourquoi je parle des conditions de réplicabilité. Avantages et enjeux. La construction de capital à partir des systèmes d'information, à partir d'informations et de connaissances. Et l'enjeu est un enjeu de mémoire de patrimoine et de développement finalité managérial. C'est-à-dire, si par exemple, nous parvenons à avoir un bon système de capitalisation, nous allons nous retrouver avec un certain nombre de connaissances que le management de l'institution ou bien de l'organisation pourra utiliser à bon escient dans le cadre de la conception ou bien de la mise en œuvre de projet. Les conditions, c'est qu'il faut un engagement organisationnel. Moi, je ne peux pas me réveiller et dire que je vais mettre en place un processus de capitalisation. C'est à lui seul de s'engager dans ce processus. Donc, il faut que l'organisation elle-même s'engage dans ce processus. Que l'organisation porte ce processus, que l'organisation mette en place les conditions financières temporelles. On ne peut pas me donner du temps de travail
en tout cas beaucoup de travail et me demander de mettre en place un processus. Je vais le faire avec quelqu'un. Non, il faut que l'organisation mette en place les ressources financières et temporelles et mobiliser les acteurs pour que ce processus-là puisse arriver à bon terme. Donc, l'autre élément, c'est la collecte d'informations. Donc, c'est la base de ce processus-là. Pour réussir une bonne collecte d'informations, il faut mobiliser les acteurs sur les enjeux de la capitalisation. Il faut que dans chaque organisation, il y ait une équipe qui soit chargée de cette capitalisation. Et souvent, ce sont des équipes qui sont sous le lit du charge de communication, peut-être de l'organisation, qui vont nous aider à mettre en place ce processus-là. Votre article de capitalisation, comment communiquer là-dessus? Quels sont les moyens et les techniques qui s'offrent à vous pour diffuser ce message-là? Comment faire en sorte que votre audience puisse avoir accès à cette information? Quels sont les supports que suivent votre cible? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre dans un journal people, du Togo, du Bénin ou bien du Ghana? Est-ce que les gens qui vont lire ces journaux-là s'intéressent à ce que vous faites? Exactement la connaissance. La connaissance, il y a les connaissances tacites, les savoir-faire individuels. Ce que moi, j'ai remarqué dans le cadre de mes missions au Togo, au Bénin et au Ghana, les connaissances que j'ai eues. Je sais que j'ai plusieurs fois été à Anéro, à Togo Comé, à Bodrafo. Donc, quelles sont les connaissances individuelles que j'ai acquises durant ces activités-là? C'est une notion englobante qui renvoie à l'ensemble des initiatives qui permettent à une organisation de maîtriser et de valoriser le flux de savoir et de connaissances qu'elle crée en elle-même ou qu'elle acquiert de l'extérieur. Donc, il faut qu'il y ait un système de gestion pour maîtriser et valoriser le flux de savoir que nous créons et que nous acquérons de l'extérieur. Et il faut une capacité d'entreprendre auprès des partenaires, parmi lesquels les communautés qui ont des expériences. Ce sont les communautés qui détiennent l'information. Ce sont les communautés qui ont l'expérience. Et que les projets et organisations peuvent adopter. Au sein de l'organisation, la pratique de la capitalisation doit être solidement instaurée. Et nous devons avoir un bon système, un système efficace de partage de ces connaissances qui doit être mis en place. Toute l'équipe doit participer dans les efforts de gestion de connaissances et de capitalisation. Il doit y avoir une bonne collaboration des structures partenaires et le top management doit être convaincu, et ça c'est important, le top management doit être convaincu de l'importance de la gestion des connaissances et doit créer les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. Donc voici en résumé, je pense que j'ai été un peu long, mais c'était déjà pour bien camper le débat. Mais les exemples que vous avez souvent soulignés, c'est les publications dans le cadre du PAP Bio et autres. Est-ce qu'il y a vraiment des outils de capitalisation que vous pouvez, ou bien ça va être présenté par la suite? Nous allons éventuellement voir avec vous comment conduire un processus de capitalisation pour ressortir d'ici avec un document de capitalisation. Si nous parlons de suivi, les principaux acteurs auxquels nous pensons, par exemple, ceux qui sont des porteurs de projets, les gens ont une disposition ou bien un dispositif de suivi interne. À part cela, dans le cas d'espèces, les plateformes auront aussi à faire des suivis. Maintenant, ceux qui sont les bénéficiaires, si nous prenons peut-être... Les communautés, vous pouvez pas... Justement, il parle des communautés. À quelle échelle de ce processus-là, les communautés ont à intervenir dans... Je vous ai parlé des porteurs d'information et des témoins de l'action. Qui est témoin de l'action si ce n'est des communautés? Moi, si je dois mettre en place un processus de capitalisation, Eco Bénin peut venir me dire bon, nous avons fait ceci, nous avons fait cela.
Mais pour vérifier l'information, je vais aller voir les communautés qui sont bénéficiaires. Ce sont eux qui peuvent me donner la bonne information. On est d'accord? Donc, côté source d'information, ce sont les communautés qui sont les plus indiquées pour nous donner la bonne information. Quand on fait l'élément, enfin, les éléments de capitalisation, à savoir souvent, il y a souvent des trucs audio, enfin, vidéo ou des documents parlants ou des articles qu'on doit publier. Mais ça se fait carrément à la fin du projet, mais le projet, souvent le projet ne prend plus en compte tout ce qui dans la diffusion de ce document-là en question. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Parce que c'est ce que moi je me rends compte à chaque fois. Qu'est-ce qu'on capitalise? Est-ce qu'on a fait une vidéo de capitalisation pour montrer notre situation de départ, tout ce qu'on a fait durant le projet et puis à l'arrivée ce qu'on a fait? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on capitalise une expérience? Ah, voilà ce que nous avons fait pour aujourd'hui. D'habitude, nous avons 50% d'échecs dans le cadre de nos replantations de mangroves, mais cette fois-ci, on s'y est pris autrement et on a eu 10% d'échecs. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, déjà, durant la durée de vie du projet, il y a des éléments de capitalisation. Il faut voir. My question, my thinking has been, at what point do we get the product ready? And in his explanation, he just said before the end of the project. Because let's not forget that the capitalization itself, I see it as a process, an iterative process, and also a product. So considering what we do at KNUST, we are going to research. My question would be in putting the application, we didn't really have any budget line for communication aspect because ours is actually to pull out some results. Nous ne sommes pas dans l'optique de vous dire chaque 2 mois ou bien chaque 6 mois il faudra capitaliser, nous envoyer les résultats de capitalisation, les diffuser et que ces diffusions-là permettent aux gens de... Non, nous ne sommes pas dans ces... Mais nous vous donnons les outils nécessaires pour que si ça vous arrive, que vous puissiez peut-être faire ce travail-là de capitalisation et peut-être quand vous avez des difficultés, nous demander un appui pour que nous puissions vous aider dans ce sens-là. Ensuite, nous avons pu, avec eux, travailler à identifier des expériences dans les projets qui sont en train de mettre en œuvre. On a pu identifier des expériences qui auraient pu capitaliser. Et c'est sur cette base que les travaux de groupe se sont organisés. Ce matin, vous avez identifié chacun une expérience qui, à votre avis, pourrait faire l'objet de capitalisation. Ça peut être une méthode de travail. Ça peut être une méthode de travail que vous avez mis en place et qui vous ont permis d'atteindre un certain nombre de résultats. Ça peut être des techniques de travail sur le terrain que vous avez assez expérimenté et qui pourraient faire l'objet de capitalisation. Donc, chacun d'entre vous est au moins sûr d'une chose. Aujourd'hui, vous avez les connaissances nécessaires pour identifier une expérience qu'on pourrait capitaliser. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est vous qui allez nous convaincre de la pertinence de votre expérience. Et il faudra par la suite lister les activités et initiatives pouvant éventuellement alimenter le processus de capitalisation. On va faire un travail. Déjà, vous allez reproduire ce tableau-là dans les cartons jaunes que je vais vous distribuer. Vous allez vous mettre le thème que vous avez vous-même identifié. On ne vous a pas imposé de thème, hein?
On est d'accord? Vous allez me donner les éléments qui justifient le choix de ce thème-là que vous avez identifié. Pourquoi vous avez besoin de capitaliser cette expérience? Qu'est-ce qui fait l'originalité, la pertinence de l'expérience que vous-même vous avez identifiée? Et vous mettez les législations par ordre de priorité. S'il vous plaît. Je veux qu'on fasse ce travail-là pour 20-30 minutes. Après, on va commencer les travaux de groupe. Chacun va pouvoir convaincre les membres de son groupe de la pertinence de cette expérience. Et c'est l'expérience sur laquelle le groupe est d'accord qu'on va documenter pour qu'à la fin du processus, qu'on puisse se retrouver avec des expériences assez documentées et peut-être même qu'on va pouvoir même publier avant de quitter la salle de marché. Merci. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est de déterminer les aspects clés qui fondent l'identité et puis de la décrire. C'est-à-dire de voir les aspects clés de l'expérience que vous voulez partager avec nous ici. Et puis de pouvoir avoir des éléments de description. Quand vous avez, par exemple, identifié le thème, vous avez identifié votre expérience, vous avez les éléments qui justifient le choix. À travers ces éléments qui justifient le choix de ce thème-là, vous êtes déjà en train de trouver des éléments de description. Quelque part, dans votre feuille jaune, mettez-moi le titre de l'expérience. Trouvez un titre de votre expérience. Qu'est-ce qui va faire que la personne, qui voit le titre de l'expérience, peut se dire, ça c'est important. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Je vais demander à chacun de me donner le titre ou bien je vais faire passer une feuille, chacun va mettre le titre. Comme ça, nous allons pouvoir regrouper les expériences que vous avez, chacun, parce que je présume que Chaïbou ne connaît pas l'expérience de Islim, et que Amissou ne connaît pas l'expérience de Roger. Nous allons regrouper toutes ces expériences-là que nous allons essayer de regrouper en termes de sensibilité. Quelles sont les expériences qui sensiblement se ressemblent? Ce qui va nous permettre de former les groupes. Et c'est au niveau de ces groupes-là que vous allez argumenter pour faire en sorte que votre expérience soit prise en tant que modèle et que le groupe va vous aider à argumenter. De telle sorte à la fin de ce processus-là, qu'on puisse avoir un document de capitalisation sur cette expérience-là. Bon, en attendant, je vais demander à Kenneth de nous parler un peu de son expérience. Le thème que moi j'ai choisi, c'est la sacralisation des mangroves dans la CCB du roi de Grand Coupot. Et en termes d'éléments qui justifient la capitalisation de cette expérience, il y a d'abord la destruction du couvert végétal au niveau de la commune. Il y a l'érosion côtière. Il y a les coupes anarchiques, il y a la pression liée à la préparation du sel au niveau de la zone de Grand Coco. Il y a aussi la perte des ressources halieutiques au niveau du fleuve Mono. À ce jour, beaucoup d'associations, d'acteurs et même beaucoup de partenaires s'intéressent
au reboisement et à la restauration des mangroves, notamment au Togo. Ce qui veut dire que une chose est de planter ou bien de reboiser, une autre très importante est d'assurer la durabilité de l'action entreprise. C'est en ce sens que nous avons pensé à retenir comme thème l'auto-évaluation à mi-parcours d'un projet, par exemple, d'un projet de reboisement de mangroves. Auto-évaluation de quel projet? Ou bien de quelle activité? Parce que la capitalisation doit être vraiment focus sur quelque chose de tangible, de palpable. Est-ce que c'est une activité que vous êtes en train de mettre en œuvre, par exemple, au niveau de la gestion des ressources forestières? Est-ce que c'est d'un projet où vous êtes impliqué? Voilà, c'est ça en fait. It's defined fully as community resource management areas. So if you use this example, in Kita, in the Volta region where we have Ghana's highest mangrove stands, you can see that it's being overexploited. The people are overcutting, and they are also losing some of the habitats as well. So we are losing also biodiversity because some of the mangrove stands have some important animal species, such as the Statunga. So what is happening now is to use the CRIMA concept. The CRIMA concept means that all the stakeholders, the chiefs, the women, the assemblymen, the district assembly, and all the environmental management agencies. The Forestry Commission is also involved. We are spearheading the management of the place. So all these communities and the stakeholders come together to enact a bylaw. But before this bylaw, as you said, all the stakeholders have to define their roles. What are we going to protect? Who will do the base information? What species are there? What bylaws are we going to enact? After enacting the bylaws, it goes to the assembly for it to be accepted by all and gazetted to become law that binds each and everyone within the community. So through this process, most resources are being protected. Et au terme du deuxième jour, nous en sommes sortis avec pas moins de 12 expériences de capitalisation qui, dans les prochains jours, seront publiées dans les plateformes que suivent nos cibles. Juste après cette présentation, nous allons commencer les travaux du groupe. Et nous avons déjà dispatché les groupes par domaine d'éligibilité des activités. Il y en a aujourd'hui qui ont des activités de recherche. Donc on va regrouper les structures qui ont des activités de recherche et ils devront travailler ensemble. Il y en a qui ont des activités de surveillance, d'autres des activités de création, extension d'AP, d'AFP, des activités de valorisation, des activités de renforcement de la gestion. Ok. Donc on aura 4 groupes. Un groupe pour la recherche, un autre groupe pour la surveillance, création d'aires protégées et puis valorisation de ressources naturelles. L'idée c'est que à la fin de la matinée, quand nous revenons de la pause déjeuner, qu'on ait au moins une expérience capitalisée par domaine d'éligibilité.
that would be used in assessing the ecosystem health of mangrove in the Keta Lagoon complex. And for that, following the table that was shared with regards to the context, we know that there are lots of mangroves found along the eastern part of Ghana, where the Keta Lagoon complex falls. And we are very much aware of the benefits of mangrove, both environmental and socio-economical. And for that, we have pressures such as pollution and also climatic effects that affect the existing mangrove on that stretch. And we are also aware of the fact that the destruction of the mangrove, whatever effect that arises from it, both climatic and anthropological, also has effects on the overall well-being of the population along that stretch or that part of the country. So for that, it is very important that we develop tools that will help improve the management of the mangrove. So in doing that, we identified the following people as our stakeholders. We have the Forestry Commission, the District Assembly, the Area Council, chiefs and opinion leaders, and above all, the community. Because at the end of the day, when such activities are undertaken, who are the main consumers of the product? L'expérience a été utilisée dans le cadre de la création de la réserve, de la conservation du biodiversité, de la conservation de la biodiversité de la commune de Biancourt. Et comme problème à résoudre, les problèmes sont liés à l'exploitation des mangroves comme bois de chauffe. Et pour dans le domaine ça a été utilisé, les mangroves sont surexploités dans le domaine de la pêche et pour le bois énergie, comme je l'avais dit aussi. Les contraintes liées à l'expérimentation qui a été réalisée, il y a la réticence des populations liées des fois aux effets. Dès que nous commençons par l'expérimentation, les gens se disent si on arrive à si on arrive d'une manière ou d'une autre à mettre en place la sacralisation, cela les gênerait dans leur activité. Donc on avait eu ces problèmes comme réticence au niveau de la population. Il y a aussi le fait qu'il y ait la présence des Zambétons considérée comme une divinité au niveau de la zone et qui est pour les populations c'est un dieu craintif. On a vu que ça a été des contraintes pour certains parce que tout le monde n'est pas habilité à avoir foi à cette divinité-là. Par rapport aux éléments du contexte, le constat c'est que on voit que malgré des lois et des règlements existants en matière interdisant, protégeant les différentes ressources naturelles, à savoir la mangrove et autres ressources du lac Aïlé, les infractions continuent. Et continuent dans le paysage, ce qui fait pression sur les différentes ressources, à savoir la biodiversité. Et le problème que le processus en question va commencer par régler, c'est le besoin d'appropriation des communautés à la base de la nécessité de préserver la biodiversité. Faire des communautés les initiatrices et gestionnaires des ARP. À propos du rappel des contraintes, en fait, ça s'est montré à travers le fait que les communautés, les communautés dépendent entièrement des ressources naturelles, à savoir les différents écosystèmes et biodiversité. Et il y a la nécessité de concilier la gestion durable de ces ressources naturelles
et la dépendance de ces communautés vis-à-vis de ces ressources. Dans les documents que nous allons partager à la fin de l'atelier, on va partager toutes les présentations. Nous appartenons à la grande famille Papio. Donc, pour tout problème concernant la capitalisation, la communication, la gestion des connaissances, si vous avez des idées, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à solliciter un call sur Skype, sur Zoom, pour que nous puissions échanger. Donc, moi, je vous remercie en tout cas d'avoir été attentif durant ces 2 jours. Je ne vous abandonne pas, je reste là. Je pense que je vais laisser à part de donner la place à mon collègue pour la partie suivi et évaluation. Après ces 2 jours vraiment très intenses, mon collègue Frédéric a pris les 3 derniers jours de la semaine pour des activités de suivi et évaluation, durant lesquelles ça lui a permis de revisiter les plans de travail de ces projets-là. Le suivi, c'est un processus continu qui nous permet de collecter les données, de les transformer en informations et de pouvoir partager afin d'influencer tous les décideurs possibles. L'évaluation des projets, c'est un processus ponctuel qui va nous permettre d'avoir une photo de notre projet à un moment donné. Alors, étant donné que nous avons des projets de subvention avec plusieurs partenaires, l'UICN se doit de mettre en place, d'accompagner ces partenaires-là dans ce processus continu de suivi, de collecte de données de leurs projets et aussi dans l'évaluation de leurs projets à mi-parcours et à la fin du projet. En 3 jours, croyez-moi, ce n'est pas possible de devenir un expert en suivi et évaluation, mais nous avons donné des outils à nos partenaires. Nous avons parlé de la planification, qui est l'une des étapes très importantes. Nous avons parlé du cycle du projet de façon totale. Nous avons parlé des plans de suivi et évaluation. Nous avons revu les indicateurs pour qu'ils soient smart. Nous avons parlé également des références qualité en termes de qu'on appelle quality benchmark, en termes de suivi et évaluation, qui est aussi une approche qui commence à entrer un peu dans le suivi et évaluation et qui permet aux chargés de subvention, aux porteurs de projets, de pouvoir mettre en œuvre les activités d'une façon qualitative. Le premier travail à faire, c'est qu'on va planifier même nos activités. Vous avez déjà des planifications dans les documents du projet, mais ce n'est pas suffisant. On écrit un projet avec une planification. Après, on attend le financement, on attend que ça soit financé. Même au départ, cette planification est à revoir. Donc, on va planifier nos projets et ensuite faire des plans de suivi et évaluation. Quand vous voulez monter un projet, il y a la programmation, il y a l'identification, il y a l'instruction, il y a le financement qui est peut-être parfois déjà prévu, ou une recherche de financement, il y a l'implémentation de la mise en œuvre du projet, et ensuite l'évaluation. Programmation, identification, instruction, ça c'est des processus qui vont avec certains gros bailleurs comme la Banque mondiale, qui demandent par exemple, programmation, ça c'est à votre sein. Vous allez identifier un domaine dans lequel vous allez travailler, un domaine dans lequel vous voulez développer votre projet, sans même savoir qui va financer, quel est le bailleur, mais dans le fundraising, dans la recherche de fonds, chaque structure, je ne vais pas rentrer, ça c'est une autre formation sur la recherche de financement. Mais un point important dans la recherche de financement, chaque structure doit avoir une cartographie de tous les bailleurs qui financent dans le domaine dans lequel ils travaillent. Tous les bailleurs, et quand est-ce que, parce qu'il y a des appels qui sortent à des périodes bien précises, vous devez avoir toute cette planification dans la recherche de financement. Donc, identification de projet, il faut identifier où vous voulez travailler, sur quel domaine. L'instruction du projet, ça c'est avec le bailleur. Hein? Instruire le projet, déposer le projet, il regarde, et puis il décide de financer le projet. Ensuite, vous avez le financement. Maintenant, c'est la mise en œuvre, où il faut mettre l'équipe en place, il faut avoir tous les acteurs avec vous, mettre en œuvre votre projet. Et à un moment, il faut évaluer le projet. Le suivi se fait de là jusque là. Ici, vous allez faire de la collecte de données parce que vous mettez en œuvre les activités. À un moment, il faut évaluer le projet. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que tous les projets ne sont pas évalués. On
On n'évalue pas tous les projets. Les projets de subvention que nous avons ici ne seront pas à évaluer. Okay? On peut faire de mini-évaluations finales pour voir est-ce que le projet a été géré de façon efficace, est-ce qu'il était même pertinent, quel était son impact. Ça, c'est rapidement un petit questionnaire qui va nous permettre de collecter quelques données, analyser et sortir les impacts du projet. D'accord? Mais en général, les projets de 1 an avec moins de 100 000, 200 000 n'ont pas besoin d'évaluation à mi-parcours, c'est trop lourd. À l'UICN par exemple, pour un projet de moins de 1 million de dollars, il n'y a pas besoin d'évaluation à mi-parcours. Un projet de 3 ans, qui ne dépasse pas 3 ans, et qui fait 1 million de dollars, on n'a pas besoin d'évaluer. D'accord? À mi-parcours. On a besoin juste d'une évaluation finale. D'accord? Pour un projet qui atteint, même pour certaines structures, c'est d'autres seuils. Hein. Il y a des structures qui vont dire non, pour un projet qui vaut 1 million, moi je veux une évaluation. Ça, je prends l'exemple de l'UICN. Pour un projet qui dépasse maintenant les 3 ans, qui dépasse 1 million de dollars, il faut une évaluation du parcours et il faut une évaluation finale. Je travaille avec d'autres structures qui ne demandent ni évaluation du parcours, ni évaluation finale pour tous les projets qui sont moins d'1 an. C'est leur droit. Un projet réussi, c'est un projet qui a bien défini son périmètre, qui est réaliste et bien contrôlé. Ok? The scope is defined, realistic and actively controlled. Ok? Ça, c'est les projets qui ont réussi. Les livrables et le processus d'approbation sont définis et clairs. C'est pour ça que le cadre logique doit être clair. L'objectif temps, ça va être clair. L'objectif global, c'est une contribution à toute une zone bien précise. L'objectif spécifique, c'est dans la zone que vous voulez travailler. D'accord? Les résultats clairs. Alors, les standards qualité sont définis et maîtrisés. Les standards qualité. Alors, quand je disais tout à l'heure que les gens, il y en a qui ont dépassé le cadre de suivi, d'évaluation. Il y a même une composante du suivi-évaluation que les gens appellent quality benchmark. Référence qualité. Okay? Dans la référence qualité, c'est un autre système de suivi. C'est-à-dire que vous prenez, il y a une théorie qui dit que si vous avez 100 activités à faire, vous choisissez les 20 bonnes activités. Si ces 20 activités sont faites de façon correcte, de façon qualitative, ça se répercute sur les 4 autres. Votre projet réussi. Alors, la planification est très importante. D'accord? Le travail est planifié. L'équipe est compétente, motivée et exemplaire. L'équipe qui met en œuvre. Vous pouvez planifier, vous pouvez faire. Mais si l'équipe qui met en œuvre n'est pas compétente, c'est un problème. C'est un problème. Okay? Toutes les parties prenantes sont impliquées. On a parlé de l'implication des parties prenantes derrière. Ça aussi, c'est très, très, très important. D'accord? Alors, ensuite, les coûts sont maîtrisés. Très important aussi pour réussir la mise en œuvre d'un projet. Et enfin, les risques sont anticipés. Dans le cas logique, il y a des risques hypothèses. En général, les gens écrivent, mais après, on ne regarde pas. Dans un cas logique, les gens mettent hypothèses et risques. Mais après, on ne regarde que les activités et les budgets. Sur évaluation, ça coûte de l'argent. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça coûte énormément d'argent. En général, quand on développe le projet, on ne met pas d'argent pour le surévaluation. On ne met même pas 5 ans pour le surévaluation. On met les activités, on met de l'argent, tac, 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 c'est fini. Les ressources humaines, on met tac, 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 salaire, tout, c'est fini. Équipement, on va acheter des motos, on va acheter une voiture, on met ça. Mais le surévaluation, ça coûte énormément d'argent. Il y a des structures qui obligent tout le monde à mettre minimum 3% du budget global dans le surévaluation. Aujourd'hui, quand vous faites un rapport, mettez les preuves. Ah, on a dit qu'on a formé, mettez une photo. Mettez une photo de la formation. Et ce qui est très important, un truc très important que les gens ne font pas, c'est les témoignages. Trouvez toujours un bénéficiaire qui va parler, filmer. C'est très très important. Le bailleur a beaucoup de regards sur ces choses. Un bénéficiaire qui dit, vraiment, le projet est venu. Il n'y avait pas, je n'avais rien à faire, ils ont mis une activité générative de revenu en place. Aujourd'hui, je fais de l'élevage, voilà mes poulets.
On m'a donné un coq et 2 poules. Maintenant, j'en ai 20. J'arrive à nourrir mes enfants. J'arrive à mettre mes enfants à l'école. Ce témoignage-là, le bailleur va me donner de l'argent. Nous avons déjà 29 projets qui sont mis en œuvre, qui sont en train d'être mis en œuvre. 29 projets, subventions que nous avons donnés aux partenaires. L'objectif pour nous, en renforçant leurs capacités, c'est de permettre d'avoir un retour par rapport aux changements que ces projets vont apporter sur le terrain. Le suivi évaluation va permettre de collecter les données, de les analyser, de les transformer, d'avoir des informations et de les mettre sur des supports adéquats pour nous permettre justement d'avoir des informations sur les changements que nous apportons, que l'UICN apporte au niveau de ces zones d'intervention. Et les gens se mettent en groupe. On peut réorganiser la salle. 2-3 tables, ça suffit peut-être pour chaque groupe, avec des chaises autour. De l'autre côté aussi, c'est des espaces où on peut travailler. Ici aussi, donc voilà. Et on fait ça jusqu'à la pause. À la pause, on va regarder où est-ce qu'on en est. S'il y en a qui ont besoin de temps encore, on laisse continuer jusqu'à midi. Mais à un moment, on va arrêter pour faire la plénière. Donc, le titre du projet, c'est l'appui à l'évaluation de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation des écosystèmes côtiers dans la réserve de biosphère transfrontalière du Nord. Donc c'est une région telle que nous l'avons décrite dans notre projet qui s'étend entre la frontière ghanéenne et la frontière nigériane délimitée par le Congo. Donc l'objectif général de ce travail, c'est de contribuer à une meilleure gestion des paysages de mangroves dans la réserve en développant un outil sur la base de résultats scientifiques pour évaluer la vulnérabilité et l'adaptation des écosystèmes côtiers, notamment les mangroves. Comme c'est un travail de recherche, dans notre travail de recherche, on ne s'est pas focalisé uniquement sur les mangroves. Nous avons fait un travail global, mais les mangroves quand même, ils trouveront également leur compte. Alors donc nous avons plusieurs activités, mais je vais me focaliser spécifiquement sur 2 activités principales. Alors, dans notre planification, bien dans notre projet, à un moment donné, il a été prévu la formation des étudiants et des enseignants à la collecte de données pour pouvoir enseigner l'outil d'évaluation. Donc à ce titre, il y a l'activité ici, c'est former les étudiants sur la collecte et l'analyse des données pour enseigner les outils d'évaluation. Alors, au rang des activités, des sous-activités, il y a l'élaboration du TDR pour le recrutement du consultant, le contrat avec le consultant, qui ont été déjà faits, raison pour laquelle nous les avons pu planifier, les TDR de la formation avec l'agenda et les différents modules de formation, ainsi que la liste des participants aussi ont été déjà faits. Donc ce qui reste, c'est l'organisation de l'atelier, savoir l'allocation de salles, et kits de formation, le déroulement de formation qui sera fait par le laboratoire d'écologie et d'écotoxicologie de l'Université de Lomé dans la semaine 4 du mois de janvier et dans la première semaine du mois de février. Nous le voyons ici sur la timeline. Alors, le coût total, c'est 3 500 €. On sait que les écosystèmes de mangroves jouent un rôle très important dans le maintien et le fonctionnement de l'ensemble des écosystèmes, y compris la composante biologique, mais aussi la composante sédimentaire. Normalement, compte tenu de la taille du financement, on devrait théoriquement faire ce travail-là entre la Volta et le Mono, pour pouvoir mieux cerner le phénomène. Parce que il y a Akosombo sur la Volta, il y a Nangbeto sur le Mono. Mais la taille du financement ne nous permettrait pas de faire sur les deux, c'est-à-dire au niveau de ces 2 écosystèmes. Donc comme on a dit, on va se limiter sur le Mono et voir si éventuellement il y a les opportunités, comment étendre cette étude-là sur la Volta. Le problème, c'est d'arriver à collecter les données à la fois biologiques, mais aussi les données physiques et chimiques, c'est-à-dire la dynamique, comme Madame Essinam aussi le fait au Ghana, mais faire un certain nombre de travail
à la fois biologique, physique, chimique et pourquoi pas socio-économique et aussi géographique, pour voir si on peut à la fin sortir un outil d'aide à la décision qui montre quelles sont les zones vulnérables à tel ou tel type de phénomène qui affecte la zone côtière. Ça peut être le changement climatique, ça peut être aussi la faiblesse des transits sédimentaires dus aux constructions des barrages. So the organization undertaking this project is the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, situated in Kumasi, Ghana. With regards to our overall objective, we hope to develop a mangrove hydrology quality index as a useful tool for decision making in monitoring and management of the mangrove health and also the ecosystem within the Keta Lagoon complex. So we'll go straight to our planned activities for that. It's basically a research project, so it would follow the standard research approaches. But then we've captured our activities based on three results that we hope to achieve from the project. One is to investigate the changes in mangrove cover and distribution in the Keta Lagoon complex. Two is to investigate the hydrological dynamics. And then three, we develop the index. L'impression que j'ai, c'est que ce projet-là va un peu dans le même sens que le projet qui est passé. Il fait aussi une évaluation au niveau du Ghana, c'est sur un indice bien précis, indice hydrologique, sur lequel ils veulent travailler pour sortir un indice. Mais dans tous les cas, ça va faire sortir un outil d'évaluation. Je ne sais pas comment expliquer ça, un outil qui évalue un peu l'écosystème, comment l'écosystème est l'état de l'écosystème. Et eux, ils vont le faire avec un indice bien précis, un indice qu'ils appellent indice hydrologique. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être que entre les deux projets, c'est bien que vous communiquez dans le processus. S'il y a des difficultés, que vous communiquez peut-être pour voir comment on peut créer une certaine synergie entre les deux projets. Nous avons travaillé pendant 5 jours sur les outils. Nous sommes rentrés dans les détails, nous avons planifié chaque projet. Nous avons mis en place les plans de suivi et évaluation de chaque projet. Nous avons expliqué également le processus de suivi, le processus d'évaluation de chaque projet. Et je pense qu'ils sont assez outillés pour collecter les données, parce que nous avons mis en place également les outils de collecte de données. Ils sont assez outillés pour collecter les données et permettre à ce projet-là de mesurer les changements qu'ils vont apporter d'ici la fin du projet. Je rappelle qu'auparavant, au début du projet, nous avons fait les mesures pour avoir les données de référence, les baselines, qui nous permettent de mesurer aujourd'hui quelle différence il y a entre ce que nous avions en début du projet et ce que nous avons à mi-parcours. Et à la fin du projet également, nous allons nous atteler à refaire le même exercice et pouvoir avoir ce que nous avons à la fin, comparé à la baseline, et nous pouvons ainsi mesurer l'impact de notre projet. Pour le suivi et évaluation, chaque 3 mois, ils sont tenus de nous faire un rapport technique et financier. Faire un rapport technique et financier implique de nous dire pour chaque indicateur, voilà où est-ce que nous en sommes. Nous avions dans le projet financier que vous avez financé dit que nous allons par exemple reboiser 100 hectares de mangroves. Il faut qu'ils puissent faire le suivi pour nous dire on avait à autant T donné, nous en sommes à 30 hectares ou bien nous en sommes à 40 hectares. Seul le suivi des indicateurs peut leur permettre de faire cela. En ce qui concerne la capitalisation, il a été fortement recommandé à tous les participants à chaque bimestre, donc tous les 2 mois, de proposer des articles de capitalisation que nous, à notre niveau, nous allons retravailler pour les publier. Ça va permettre en réalité la mise en place d'une communauté de pratique au niveau sous-régional. Parce que si par exemple, moi en tant qu'acteur, je vois que l'ONG RID ou bien l'ONG HI ou ONG COR a déjà eu à
mettre en place cette expérience, à partager cette expérience, je pourrais éventuellement voir les conditions de réplicabilité de ces expériences et le dupliquer par exemple au Sénégal, à Joal ou bien par exemple dans la PAC de Kaowana en Casamance. Donc il y a un suivi très serré qui se fera par l'équipe de projet et ils auront à intervalles de temps, de façon périodique, à envoyer des articles en ce qui concerne la capitalisation ou à faire des rapports techniques et financiers pour le suivi des indicateurs en ce qui concerne le suivi et l'évaluation. Je dois remercier d'abord l'UCL pour cette formation parce que dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Quand bien même nous savons qu'il faut faire la collecte des données, qu'il faut analyser, qu'il faut rendre compte de nos activités, il y a des aspects que nous passons très vite et nous oublions, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la collecte des données de façon périodique. Et cet atelier nous a permis d'attirer à nouveau notre attention sur l'essentiel à retenir en matière de suivi et évaluation et surtout en matière de capitalisation qui consiste à rendre compte le plus fidèlement possible des expériences réussies. Au terme de ma participation à cet atelier à Cotonou, je peux quand même dire que j'ai été agréablement surpris par l'ampleur et la quantité de nouvelles informations que j'ai apprises, notamment en termes de gestion de projet. Okay. Donc c'est ce qui me fait dire un merci à l'UCL pour notre invitation à cet atelier. Les détails, les petits détails qu'il faut mettre dans les différents outils de mise en œuvre, à savoir la planification. Comment le faire, comment le détailler pour ne pas oublier des aspects et qui en même temps nous oriente plutôt sur le cadre de rapportage, surtout en matière des indicateurs qu'on avait assignés aux résultats de notre projet. Du coup, ça, sincèrement, ça m'a fait du bien d'avoir de plus amples informations. Comment le faire pour mieux rapporter et mieux reporter sur le projet. First off, I would say that this training was very impactful and there was a lot to learn. Okay, for me as a communications person, the part that really got to me was the aspect of capitalization, which is the process of trying to figure out some of the good things that we have done, good practices that we've done over time, that's with the project, and finding a proper way to share that experience with others so that people can fall on it and implement in their various projects and programs. Yes, so that was the bit for me as a communications person. Also the M&E, that's the monitoring and evaluation part, which was quite interesting because we are able to pick up lessons that we didn't even know that we had to apply, in the process of our project. So yes, basically the capitalization bits and monitoring and evaluation bits for me. Yes, so. As already said, it is very important with every project. It is very important that you monitor it well, because without monitoring, there is no way you can fully achieve the objectives of the project. So for me as a conservation officer and for Arusha Ghana, in Arusha Ghana we are interested in impact, not necessarily implementing projects. We are so interested in impact. So everybody that works in Arusha knows that everything you are doing needs to bring an impact. And the impact is also will come about when we are able to realize our objectives for implementing projects. Yes, and so for me and for my work, this has been a very good one for me, and will go the long way of helping me when it comes to the various projects, conservation projects that we are implementing in our landscapes. It will help me have a good hand of monitoring on the project to ensure that the project meets its objectives and impacts.
The summary borders on the fact that we were taking through some tools to use in monitoring and evaluation, and also having to find the need to capitalize on some positives that we may find in our various projects. So in my case, I would say that coming from a research perspective, the focus before the training has been to get the research work done, and other stakeholders using it more focused on the management or the managers of the Keta Lagu complex. But after the 5 days workshop, it's become evident that there's a need to also consider those at the bottom, in this case the community, who would be the beneficiaries of whatever tools we'll be developing. Alors, c'est un merci, un grand merci déjà pour leur participation. Un grand merci de nous avoir démontré le partenariat qui existe entre l'UICN et ses partenaires. Un grand merci pour ces 5 jours passés ensemble, parce que c'était vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, etc. Nous avons rencontré des participants qui ont énormément d'expérience dans la gestion des projets, énormément d'expérience dans le suivi, évaluation et dans la capitalisation. Donc c'était des moments de partage. Donc pour les participants, c'est un grand merci pour la participation et de nous avoir aussi apporté beaucoup d'expérience. Déjà saluer l'organisation, donc déjà mes collègues restés à Dakar et mon collègue qui était avec moi durant cette formation, notamment M. Dayamba Frédéric. Aussi saluer l'engagement des participants. C'est pas évident de laisser pendant 5 jours le travail de bureau. On sait qu'il y a des urgences. Nous-mêmes, nous faisons partie de ces urgences. On va dans un proche avenir leur demander des rapports techniques, financiers, ou bien qu'ils nous disent est-ce qu'ils en sont dans la mise en œuvre des projets. Mais on a senti vraiment un réel intérêt de tous les participants durant cette formation. Et la formation est terminée, mais on continue encore de recevoir des messages pour des éclaircissements, pour avoir les présentations. Ça montre tout simplement que non seulement c'était une demande forte à l'origine, mais c'est une demande renouvelée. Alors pour terminer, on peut retenir que l'UICN, nous devons de continuer l'appui à nos partenaires. Un atelier de 5 jours, c'est bien, mais après, il faut poursuivre l'appui à nos partenaires. Il faut poursuivre la communication, il faut poursuivre les échanges. Et à travers cela, à travers également ces projets, je voudrais saluer et remercier le bailleur, l'Union européenne, qui nous a permis, à travers le financement de notre projet de gestion des mangroves, nous a permis d'être là aujourd'hui pour renforcer les capacités des partenaires en termes de suivi des projets du programme mangrove, du programme Papio. Je veux remercier également d'autres partenaires qui ne sont pas ici avec nous, qui n'ont pas été ici avec nous, et qui ont également permis la tenue de cet atelier. Déjà, mon principal appel va s'adresser aux bénéficiaires des subventions. Leur dire de continuer sur la lancée sur laquelle ils sont. Les projets ont bien démarré, ils ont reçu une première tranche et recevront prochainement une deuxième tranche parce que nous avons reçu des appels de fonds. Et de tout mettre en œuvre pour que ces projets-là puissent réussir pour le bien-être de la communauté. Il faut rappeler que si l'Union européenne met autant d'argent, c'est pour améliorer le bien-être de la communauté en Afrique et spécialement dans les zones où nous intervenons. En recevant cette formation, l'UICN pouvait se dire qu'on allait sur le terrain pour mettre en place des activités, en œuvre des activités. Mais nous avons jugé utile de prendre une partie de cette subvention et de demander aux ONG au niveau local qui connaissent mieux le terrain, qui connaissent mieux les besoins de ces communautés, de nous proposer des projets à subventionner. Et c'est sur cette base-là, des projets qu'ils ont soumis, qu'ils ont été subventionnés. Donc de tout mettre en œuvre pour respecter le mandat qu'ils
qu'ils ont signé avec l'UCN, de mettre en œuvre les projets pour lesquels ils ont reçu ces subventions. Mais mon autre appel s'adresse aussi aux membres de la plateforme qui ont été des acteurs majeurs dans l'atelier que nous venons de terminer, c'est de nous appuyer pour le suivi des projets et pour que nous puissions nous prendre des décisions à notre niveau, pour que nous puissions réorienter, il faut qu'on ait la bonne information. Donc il n'y a que les plateformes qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Parce que nous ne sommes pas continuellement sur le terrain, c'est vrai que nous venons de façon ponctuelle voir, mais c'est toujours les gens qui sont ici au quotidien qui peuvent nous donner la bonne information. Pas pour que nous arrêtons un projet ou bien pour que nous mettons une ONG sur le sous, mais au moins pour que qu'on puisse réorienter à temps un projet avant que, parce que l'échec d'un projet, ce sera notre échec à nous tous. Et mon dernier appel, ce sera à l'endroit des populations pour qui tous ces projets sont mis en œuvre. C'est pour qu'ils appuient les porteurs de projets, dans la mise en œuvre. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que ces porteurs de projets font, c'est pour améliorer leur bien-être. Et encore une fois, remercier encore le bailleur, le partenaire financier de l'Union européenne et puis les partenaires techniques, l'UEMOA et puis les commissions de la CEDEAO. Merci de nous avoir facilité le travail. On sait que les barrières linguistiques sont souvent infranchissables pour certains, mais merci d'avoir fait un travail de qualité et nous espérons vous retrouver bientôt dans d'autres activités du projet. Vraiment merci pour votre activité. Merci.